Monsieur le Président Foucault, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise représentants de la filière agroalimentaire. Alors j'ai un exercice un peu compliqué, parce que j'avais compris que je devais plutôt parler d'agroalimentaire, mais j'ai compris que j'étais un peu sollicité pour parler du texte du jour. La loi d'orientation, c'est dire si elle était sans doute attendue. Je dis ça sous l'œil de la présidente Estrosi Sassone et de Johan Barbe. Et je vais donc essayer d'organiser mon discours d'abord avec la PLOA, comme ça j'aurai, non pas purgé, parce que les débats vont venir, mais ça me permettra après de dire quelques mots, évidemment, sur les sujets d'agroalimentaire. Vous êtes sans doute aussi venus pour ça. D'abord, les éléments de la crise. Il y a une crise française, et quand même c'est très symptomatique, j'en parlais ce matin avec mon collègue grec que je recevais, il y a une crise européenne. Et il y a une crise de foi dans la politique agricole commune qui s'est exprimée. Alors ça ne nous exonère pas des problèmes français, mais il y a quelque chose qui s'est exprimé dans cette crise, qui a démarré d'ailleurs aux Pays-Bas il y a quelques mois, et qui est venu après en Allemagne, puis en France, et puis après à irriguer, si je peux dire, l'ensemble, ou quasiment l'ensemble, parce qu'il y avait quasiment 18 à 20 pays qui étaient concernés par cette crise. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose d'un sens perdu de ce que nous voulions de la politique agricole. Et un peu d'un sens perdu lié sans doute à ce qui s'est passé sous Covid, puis la crise en Ukraine qui a révélé les risques de l'inflation. Je vais y revenir sur les sujets d'agroalimentaire, les risques de dépendance, sur les engrais par exemple, sur l'énergie, et ça touche à la fois l'agriculture et l'agroalimentaire, et le fait que nous avions sans doute regardé ces sujets-là avec trop de naïveté, avec le sentiment qu'au fond, nourrir n'était plus un sujet et que ce n'était pas tellement le sujet qui était devant nous pour ce qui était de la construction européenne. Et la vérité, Covid plus guerre en Ukraine, c'est venu nous montrer qu'on était fragile. Et qu'on était fragile immédiatement, Covid, immédiatement inflation, et dans la durée, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire que l'alimentation est devenue une arme. Et pas une arme de paix, une arme de guerre. Et donc la fin de la naïveté en ce domaine est un élément très important, crise française et crise européenne. Juste dire un mot quand même, d'essayer de dire qu'on a essayé de modifier un certain nombre de choses dans le cadre européen. Et il y avait longtemps que j'avais vu 26 sur 27. Je ne dénoncerai pas l'unitaire, mais tout le monde l'aura peut-être reconnu. En tout cas, M. Barbe sait de qui je parle. 26 pays sur 27 s'étaient accordés sur des œuvres de simplification de la PAC. Et nous ne sommes qu'à la première année de la PAC. Mais cette PAC, elle avait été pensée sous l'angle aussi du Green Deal. Et le Green Deal, il avait été sans doute trop pensé en oubliant ce qui était quand même l'idée de base de la politique agricole commune, c'est la question de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, c'est la capacité à réduire les dépendances subies, c'est la capacité à nourrir sa propre population, puis c'est la capacité à nourrir le monde. Parce que le dérèglement climatique, le dérèglement géopolitique, qui entraîne des dérèglements économiques, il va poser des problèmes d'alimentation du monde. Et au fond, l'interrogation européenne qui s'est posée sur la PAC, c'est celle-là. C'est de savoir à quoi ça sert en fait. Pourquoi on a fait la politique agricole commune, au-delà de la complexité européenne qui n'a rien à envier à la complexité française. À partir de là, nous avions travaillé, il y a quelques mois déjà, sur l'idée d'un pacte et d'une loi d'orientation sur l'agriculture qui avait été proposée par le président de la République autour principalement, et vous avez raison, M. Barbe, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve, transmission, installation, formation, orientation, découverte des métiers. C'est quand même le cœur du dispositif, il est resté tel qu'il avait été écrit d'ailleurs à l'époque. Se sont ajoutés deux éléments. Le premier, c'est un élément sur la souveraineté et un deuxième sur la simplification. Alors, je ne veux pas m'aventurer trop, mais à écouter la présidente Estrosi Sassone et Johan Barbe, j'ai le sentiment que de l'article 1 à 14, on serait presque d'accord. Alors, je ne vends pas à la peau de l'ours. Presque. Et que ça nécessitera effectivement des débats pour essayer d'amodier les choses et de regarder comment on peut les faire mieux et comment on peut mieux les écrire. Mais je pense que la façon dont on a écrit, et je sais très bien qu'il y aura des débats et à l'Assemblée et au Sénat sur la question de la définition de la souveraineté alimentaire, la notion d'intérêt général majeur, elle vient dire quoi ? Elle vient dire simplement que quand on pense agriculture ou agroalimentaire, parce que ça s'applique à l'agroalimentaire, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, ça vise à faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a une politique publique, il faut qu'on s'interroge sur le fait que ça en rabat ou pas sur la souveraineté et la capacité d'assurer notre souveraineté et notre sécurité alimentaire. Et donc c'est un facteur de pondération par rapport à d'autres politiques publiques. Et moi je pense que c'est une bonne nouvelle. On a besoin de transition pour assurer la souveraineté, mais on a besoin d'assurer aussi la souveraineté par la production. Et puis je ne reviens pas sur tous les pans sur la question de l'installation et de la transmission. Je pense qu'on a un dispositif, mais qui méritera, je rassure les parlementaires ici présents, qui méritera sans doute des amodiations, des amendements. Alors, on a toujours un petit cadre constitutionnel qui nous empêche de faire des cavaliers. C'est vrai que nous n'avons pas fait le choix de mettre la question de la rémunération
Egalim, d'abord, et je les salue, Pascal-Alexis Izard et Anne-Laure Babot, travaillent sur le sujet, et qu'au moment où on fait faire un travail par des parlementaires, dire on a déjà une solution. Deuxième élément, j'invite sur la question d'Egalim à ne pas bouleverser trop les équilibres qui ont été trouvés, mais plutôt à essayer d'amender et d'avoir un cadre qui soit un peu stable. On voit bien les écueils, vous l'avez dit Madame la Présidente, je crois, c'est la question de est-ce qu'on est bien sur la marche en avant du prix et pas sur quelque chose qui continue à se construire comme ça s'était construit dans les années précédentes. Deux, on voit bien les dérives des centrales d'achat européennes qui viennent dévoyer la loi et peut-être d'autres éléments. Et puis, il faut qu'on incite aussi les filières, et c'est valable, et là ça vous concerne tous, agriculteurs et transformateurs et distributeurs, à la contractualisation. On n'a pas assez de contractualisation dans ce pays, et parfois je vois des filières qui souffrent du fait d'un manque de contractualisation ou de l'absence du fait de se saisir pas assez des outils qui sont à la disposition dans le cadre de la loi Egalim. Donc c'est tout ça ce sur quoi vont travailler nos deux parlementaires, on les a un peu appropriés au ministère de l'Agriculture, pour essayer on se les a un peu appropriés au ministère de l'Agriculture, pour essayer mais ça n'est pas dans le texte de la loi d'orientation. Et j'essaie de répondre aussi à la question de il n'y a pas tout. Non, parce que l'idée c'était pas de faire un texte avec une vingtaine d'articles. Je connais la créativité parlementaire. Je connais l'ingéniosité extérieure à l'activité parlementaire. Ce texte mérite d'être amendé et sans aucun doute d'être précisé dans un certain nombre de ses aspects. J'en aurais presque fini sur ce projet de loi. Mais enfin, essayons d'éviter quelque chose qui viendrait dévoyer le sens profond qui était installation, transmission, simplification et question de souveraineté. Et ne venons pas en faire quelque chose qui, à la fin, fait qu'on a perdu le fil de ce que nous voulions faire autour d'une loi d'orientation. Quand vous regardez d'ailleurs les lois d'orientation au fil du temps, elles avaient souvent une thématique. Le FOL, c'était agroécologie. Travers, c'était plutôt au travers, sans mauvais jeu de mots, de la question de la rémunération et d'Egalim. Et on a buté parfois sur un débat, je me souviens, dont les deux députés qui sont sous mes yeux n'étaient pas présents, mais moi je m'en souviens bien, on a fini par se battre sur la question du glyphosate. C'était pas le texte en fait, hein. C'est juste que ça n'était pas le texte. Et que donc on dévoie parfois les débats en voulant en mettre trop, mais il me semble qu'on a notamment, et j'en finis sur la question de la simplification, et ça concerne aussi les industries agroalimentaires, j'y reviendrai juste après, des voies et moyens, parce que je pense que sur la simplification, partout où la loi est nécessaire pour imposer la simplification, il faut que la loi soit modifiée. C'est ce qu'on a fait sur les bâtiments d'élevage, c'est ce qu'on a fait sur la question de l'eau, c'est ce qu'on a fait sur l'aquaculture. Et Dieu sait si c'est un sujet sur lequel on a un déficit qui est tragique. Et on est vraiment dans le syndrome français, c'est-à-dire qu'on a des règles tellement bien faites qu'on ne fait plus d'aquaculture en France et qu'on laisse venir des produits aquacoles qui viennent à plus de 90% de l'extérieur de nos frontières. Donc, ils ont les mains propres, mais ils n'ont plus de mains. Et donc, c'est quand même un peu ça le sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Et donc, cet élément de simplification sera important. Pardon de cette digression. J'avais dit au président que je ferais 10 minutes, mais ça me sera décompté de mon temps où j'ai ajouté la TVA. Vous dire aussi, évidemment, je veux revenir au sujet qui vous préoccupe et à l'initiative que vous prenez, vous dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous. Alors, on se voit souvent avec le président Foucault dans d'autres cadres, plus ou moins chaleureux. Le cadre des discussions sur le cadre des négociations commerciales, où on essaye de dire des choses avec le sentiment que la répétition n'a pas toujours fait la pédagogie nécessaire. Mais peut-être qu'à force, la pédagogie doublée de la loi qui aide un peu à faire de la pédagogie plus renforcée, comme on dit, permettra de convaincre les uns et les autres de la nécessité, et j'y reviendrai, de mieux répartir la valeur. Mais au fond, quand vous regardez la crise et ce qu'ont dit les agriculteurs, ils ont dit des choses qui se font écho à ce que vous avez comme sujet dans l'agroalimentaire. D'abord, la multiplication des normes, je viens d'en parler. Le besoin de financement pour les grandes transitions, que sont les transitions... Alors vous avez le sujet aussi de la transition, mais les agriculteurs aussi, de l'alimentation, des modes d'alimentation, des attentes des consommateurs. La transition carbone est un autre défi, qui est un défi assez vertigineux, avec une réorganisation des filières qui va poser des problèmes importants. Et puis évidemment, la question de la rémunération dans la chaîne de valeur. Et donc, je voudrais vraiment d'abord vous remercier et remercier l'ensemble des entreprises adhérentes, les 3000 ETI et PME adhérentes de l'ex-ADEPAL. Alors, on va pendant quelques années peut-être dire ADEPAL. On fait ce qu'on peut, hein. Comme on continue à dire voilà, Pôle emploi, vous ne voyez pas de lien, mais on a parfois des habitudes. On a parfois des habitudes linguistiques. Mais on va essayer d'en sortir. Et donc, je voudrais revenir sur ces trois défis. Sur la simplification, on s'est attelé à cet exercice plutôt sur la partie agricole. C'était la demande de la base agricole. On a essayé de travailler, mais je le répète, partout où on peut le faire en agroalimentaire, saisissez-vous du texte. Alors, il y aura un texte qui est annoncé de simplification générale par le ministère de l'économie et des finances, mais moi, je vais vous dire un secret. Tout ce qu'on peut prendre maintenant, il faut le prendre.
Et comment on a un texte qui traite des questions agricoles et donc des questions agroalimentaires, des questions de souveraineté et donc des questions de souveraineté agroalimentaire, partout on peut faire des simplifications, il faut le faire. Parfois c'est du réglementaire, parfois c'est du législatif, mais en tout cas on est tout à fait ouvert au gouvernement et je suis tout à fait ouvert à des propositions que vous pourriez faire sur les sujets au-delà de ce qu'on fait sur l'agriculture. Je voudrais dire un mot d'un sujet très emblématique pour vous, en tout cas une partie d'entre vous, c'est le sujet de la réutilisation des eaux. Alors on a un décret qui n'est pas tout à fait comme il faudrait, et vous êtes très en attente de l'arrêter. Alors je méfie toujours quand on me dit, vous savez, monsieur le ministre, on a simplifié. Généralement, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on avait imaginé, parce que quelqu'un est venu rajouter de la complexité. Mais là aussi, on y travaille pour faire en sorte qu'on ait un arrêté qui soit vraiment dans la philosophie, qui soit la capacité pour les industries agroalimentaires de réutiliser vraiment les eaux. Et nous n'y sommes pas tout à fait encore, et il y a beaucoup d'arbitrage interministériel, parce que je sais que nous n'y sommes pas encore, et lorsque j'étais au Salon de l'Agriculture, un certain nombre d'entreprises m'ont fait cette remarque, il me semble que c'est un élément très important. Il y a des sujets sans doute, sans en rabattre sur la question sanitaire, la force de notre pays agroalimentaire, et votre force, contrairement à tout ce que quelques minoritaires viennent dire sur des plateaux télévisés, c'est la qualité et la qualité sanitaire de nos produits. C'est une partie de notre attractivité, c'est une partie de notre compétitivité. Donc l'idée n'est pas d'en rabattre, mais il y a peut-être des voies et moyens de simplifier les choses pour faire en sorte qu'on soit au mieux au rendez-vous. Ça vaut aussi pour la facilité d'accès pour les programmes de soutien public. Je pense à France 2030, dont je reconnais qu'il y a des moyens, mais je reconnais que parfois l'accès aux moyens est un peu complexe. On va dire ça comme ça. C'est une bonne nouvelle, ceci étant, que dans France 2030, aux côtés de l'industrie aéronautique, de l'industrie pharmaceutique, on ait mis l'agriculture et l'agroalimentaire. Ça montre la priorité française et l'horizon qu'avait souhaité donner le président de la République à ces sujets-là. Il me semble que c'est important. Le deuxième défi, c'est le besoin de financement. Alors rappelez quand même que ce sont plus de 2 milliards d'euros qui ont été investis via ce programme. Et sur le sujet budgétaire, je trouve que parfois, je ne fais de grief à personne, je le dis aussi à Johan Barbe, on a tendance à avaler les milliards et les centaines de millions comme si on les avait un peu oublié. Le budget de l'agriculture, c'est 1 milliard de plus cette année. La présidence Estrosi Sassone le sait. Les mesures de crise, c'est 500 millions. Et l'an dernier, en exécution budgétaire pour la seule agriculture, c'est 800 millions supplémentaires pour les différentes crises auxquelles on a fait face. Et je ne dis pas ça en disant qu'on le regrette, mais c'est vrai qu'il y a des moyens quand même qui sont développés. Et il faut qu'on se dise aussi, même si le moment budgétaire est un moment compliqué, et j'ai reconnu la sagesse de la présidente Estrosi Sassone en disant attention, on est dans un moment budgétaire compliqué. Simplement, il y a des outils qui ont déjà été mobilisés, 2 milliards d'euros pour renforcer notre souveraineté, notamment les industries agroalimentaires. L'État a ainsi aidé les PME à rénover ou à construire des usines, à mettre en œuvre des procédés innovants, à acquérir des nouvelles compétences plus performantes et plus compétitives, notamment par un usage accru aux outils numériques. Nous avions un certain retard dans un certain nombre d'entreprises sur la question du numérique et je pense qu'on a fait une œuvre utile collectivement. Ce soutien de l'État se poursuivra avec les mesures de la planification écologique qui seront lancées dès cette année. Je pense aux actions en faveur de la sobriété hydrique, de la décarbonation qui est un défi majeur pour des entreprises qui parfois n'ont pas des moyens suffisants et ne dégagent pas assez de moyens pour pouvoir le faire, mais c'est un défi majeur, et qui permettront aussi de rendre vos industries moins émettrices de gaz à effet de serre, et deuxième élément, moins vulnérables au prix de l'énergie, et on sait à quel point ça a été un élément de choc dans la crise inflationniste qui a eu lieu. L'État travaille aussi à la mise en place de prêts garantis, notamment les prêts garantis verts, annoncés par le ministre de l'Économie et de la Souveraineté industrielle, pour financer la transition écologique que je mentionnais à l'instant. Il s'agit enfin de faciliter le financement d'industries agroalimentaires pour lesquelles il est structurellement plus difficile d'attirer des fonds privés. Vous y avez fait allusion, Monsieur le Président. C'est le sens du fonds de garantie abattoir, c'est le sens également du fonds IAA. C'est vrai qu'il a été annoncé il y a 1 an et que pour vous, ça paraît long et pour le ministre de l'Agriculture aussi. Alors, ce que je peux vous annoncer, alors vous me direz, oui, mais lui, il est ministre de l'Agriculture, donc qu'est-ce qu'il fait? Ce que je peux vous annoncer, c'est que l'idée, c'est que d'ici le mois de juin, on puisse le déployer sur le territoire. Il y a un certain nombre... 2024, hein. Faut que les choses soient claires entre nous. C'est trop long. On a des processus qui sont trop longs. Alors maintenant, on est presque au bout du parcours. J'entends ça tout le temps de la part des syndicats agricoles, de la FNSEA en particulier, en disant que ça n'avance pas assez vite. Et c'est vrai que pour le coup, là, je vous donne gage que le fait est que... Alors c'est vrai qu'il y avait un processus qui était prévu, de diagnostic, de regarder comment on intervenait. Enfin... 14 à 18 mois, c'est un peu long. Mais en tout cas, on sera bien au rendez-vous des moyens. C'est 200 millions d'euros qui permettront d'investir 500 millions d'euros en appui de partenariats et des capitaux évidemment privés, parce que je sais la part que vous prenez là-dedans. Ça a une vocation à répondre à la difficulté de financement auquel se heurtent nombre d'industries, vous l'avez évoqué, en France.
et accompagner le développement d'industries insuffisamment dotées en fonds propres. On sait que c'est un élément majeur pour le développement de nos industries agroalimentaires. Je pense à des secteurs stratégiques. Je ne reviens pas sur l'aquaculture, ce n'est pas le seul, mais c'est un sujet qui est assez emblématique, je trouve. Et puis, certaines structures, je pense aux coopératives qui parfois ont un accès plus difficile au financement de cette nature, compte tenu du statut que tout le monde n'appréhende pas de la même façon. Les investissements réalisés à l'aide de ce fonds s'inspireront de l'exercice prospectif Horizon Agro 2040, auquel vous avez contribué et dont les résultats vous seront présentés au terme d'une réflexion dans les quelques semaines qui viennent, qui est toujours en cours, mais vous savez que c'est un élément important. Et puis le dernier défi, je finis pas par hasard sur c'est celui de la rémunération, de la relation avec les agriculteurs et la production primaire, si je peux dire, mais surtout aussi avec les échelons supérieurs, si je peux dire, c'est-à-dire avec la distribution. D'abord pour dire que je considère qu'Egalim, certains s'interrogent en disant parfois que c'était quoi la trajectoire que souhaitait le président de la République. La question de la rémunération, elle ne date pas de 2017, mais nous nous en sommes saisis en 2018, et pour la première fois, nous avons posé la question d'une marche en avant, vous l'avez dit, Madame la Présidente, je crois, d'une marche en avant du prix. Ça n'est pas toujours respecté, j'y reviens juste après, mais je pense qu'on a fait une œuvre utile en se disant la question, si on veut des industries agroalimentaires performantes, une grande distribution qui trouve ses marges et des agriculteurs qui continuent à produire, sinon on viendra alimenter nos industries, et d'ailleurs nos industries auraient du mal avec des produits qui ne sont pas d'origine France, c'est la rémunération de l'agriculture. Il n'y a pas de souveraineté sans rémunération. C'est pour ça que c'est un élément central et que c'est sans doute une des batailles centrales. Alors la rémunération, c'est de la compétitivité, la rémunération, c'est de la simplification, mais la rémunération aussi, c'est le prix qui doit se trouver dans la répartition de la valeur. Alors les lois Egalim, elles ont eu leur lot, à mon avis, de réussite. On a vu à quel point, en revanche, dans le moment inflationniste que nous avons traversé, elles étaient peu opérantes, où on a eu le sentiment que quand même, vous avez assisté à la même réunion que moi, la dernière ou l'avant-dernière, M. Barbossier était là, je crois, où j'avais le sentiment que tout allait bien, Madame la Marquise, et que tout le monde était en mode coopératif. Ça ne m'avait pas sauté aux yeux. J'étais heureux de l'entendre. J'aimerais que ça se voit plus. Je pense, et je le répète, que tout le monde a intérêt à gagner sa vie dans la répartition de la chaîne de valeur. Tout le monde doit gagner sa vie. Et donc je ne viens pas opposer les uns et les autres, mais on ne gagne pas en affaiblissant l'échelon derrière soi. Et je pense que c'est... Alors il y a les lois, il y a les éléments qui nous seront proposés par les parlementaires, mais il y a aussi l'esprit de la loi. Et le premier esprit de la loi, je le dis souvent, c'est la question de la confiance. La confiance entre vous, entre les différents opérateurs. On ne peut pas avoir des grands discours sur « je favorise les productions françaises » et ne pas retrouver ça dans les attitudes. On ne peut pas dire « j'essaie d'informer au mieux le consommateur » et parfois avoir le sentiment que l'étiquetage n'est pas tout à fait au rendez-vous de ce qu'on pourrait attendre d'un étiquetage. On ne peut pas venir mettre en concurrence des systèmes les uns avec les autres et chacun doit trouver sa place. Mais la question de la rémunération, c'est une question aussi de confiance. Alors on fera alors on nous dira c'est Egalim 4 ou Egalim 5 parfois en se disant, vous voyez, ça ne marche pas. Je pense que la question de la rémunération, ça marchera si on a de la continuité dans l'effort. Et donc à chaque fois que des gens, je le dis pour ceux qui se méprendraient sur le sujet, à chaque fois que des gens viendront dévoyer la lettre et l'esprit de la loi, on fera des lois complémentaires. Et j'espère que ceux qui viendront après nous continueront à le faire parce que cette bataille, elle a commencé en 2018. Elle a donné ses premiers essais avant la période inflationniste et hop, les mauvaises habitudes ont été reprises. Il va falloir que les bonnes habitudes reprennent. Il me semble que c'est un élément très important parce que c'est un élément de la souveraineté et on ne pourra pas faire sans. Alors on a procédé à un certain nombre de contrôles. Ça ne vous aura pas échappé sous l'égide de la DGCCRF. On fera le bilan dans quelques semaines. Il y a déjà eu 2000 contrôles qui ont été faits en 3 mois, ce qui est pas mal en 3 mois. Parfois, il y a des fraudes, parfois, il y a des manquements, parfois, il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais je pense que ce sera utile devant vous de pouvoir dire les contrôles et que chacun soit face à ses responsabilités. Il me semble qu'on a besoin de travailler avec vous sur l'amélioration du cadre des relations, la confiance, la marche en avant, la contractualisation, et ça s'adresse autant à vous qu'au monde agricole sur un certain nombre de secteurs. Je pense qu'on a besoin de travailler là-dessus, et il me semble que tout ça, ça doit aller dans ce sens-là. Et donc, cette question de la rémunération est une question centrale. J'ajoute un dernier élément, et j'en aurai fini. Je trouve intéressant que nous ayons réussi, parce que parfois, quand on se regarde, on se dit c'est affreux. Le nombre de partenaires européens qui m'ont dit, y compris ma collègue canadienne, il y a quelques mois, m'avait dit « mais ça a l'air bien Egalim ». Alors peut-être vous me direz, les mauvais esprits diront c'est parce qu'ils étaient trop loin et ne voyaient pas comment ça marchait mal. Mais je crois qu'ils avaient regardé qu'il y avait quelque chose dans la construction intellectuelle qui a été produite en 2018 à l'époque avec Stéphane Travers,
quelque chose qui les séduisait. Et je suis assez intéressé de voir que la Commission s'est assez rapidement saisie de cette question d'Egalim, à la fois sur la partie relations commerciales, mais aussi sur la partie commande publique, marché public. Parce que la commande publique, les marchés publics, la restauration hors domicile, on dit souvent grande distribution. Alors parfois on me reproche d'être un peu véhément, mais il n'y a pas que là qu'il y a des produits agricoles qui sont achetés. La restauration hors domicile, elle doit prendre sa part aussi. Parce qu'elle est souvent à l'abri des regards et des polémiques. Mais si nous respections Egalim, ce serait 1,2 milliard d'euros de plus pour les filières agricoles. Bon, ça nous aiderait, hein, et pour les produits sous signe de qualité, et pour les produits bio. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardon d'avoir été long. J'avais une bonne excuse. Enfin, c'est vous qui m'avez donné une bonne excuse pour être long. Vraiment, je voudrais vous dire tout le soutien qui est le mien à ce que vous faites, au partenariat que nous avons noué. Vous appeliez, Monsieur le Président, à ce qu'on puisse renforcer ce partenariat. Oui, vous aurez ici au ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire des partenaires qui pensent l'agriculture, mais qui pensent que l'agriculture sans l'agroalimentaire, ça ne marchera pas. Et qu'au fond, vous êtes assez solidaires, et que j'ai besoin aussi de la grande distribution d'ailleurs, mais que vous êtes au fond assez solidaires. Il n'y a pas de souveraineté si cette chaîne-là ne trouve pas sa rémunération, si cette chaîne-là ne travaille pas mieux ensemble dans les grands défis qui sont devant nous, et Dieu sait s'ils sont nombreux. En tout cas, longue vie à Pactalim, bravo de ce que vous faites et à votre disposition. Merci beaucoup.